Nous sommes une ONG, on s'appelle OPED, l'Organisation pour la protection de l'environnement et le développement durable. En fait, OPED est une organisation non gouvernementale qui intervient dans 3 domaines. Domaine de l'environnement, domaine de l'agriculture et des domaines de l'éducation informelle. Et nous accompagnons toutes les communautés dans la ville de Lubumbashi et partout ailleurs, dans certaines provinces aussi du pays. Et on appuie techniquement cette communauté dans le projet de forestiers communautaires et le projet Miyombo en général. Comme je l'ai dit, OPED c'est une organisation qui intervient dans les domaines de l'environnement. Lorsque le projet Miyombo est venu, il a présenté 2 objectifs similaires aux objectifs de l'OPED. Quels sont ces objectifs? Le premier objectif du projet Miyombo, c'est sur le plan économique. La communauté doit vivre avec ses ressources. Le deuxième objectif, c'est celui lié à l'environnement, la protection de l'environnement. Et ces 2 objectifs ont rencontré notre besoin et voilà pourquoi OPED a adhéré. Il a été retenu parce que nous travaillons dans les mêmes objectifs. Ceux de protection de l'environnement, restauration de la forêt, parce que vous savez que dans le sud de Katanga ici, il n'y a que la forêt Miyombo qui est la forêt claire, très fragile et qui n'existe plus ailleurs, nulle part dans le pays. Alors c'est cette zone qui se trouve dans la zone sud qu'on veut vraiment protéger parce qu'elle est vraiment décimée suite à la carbonisation, suite à l'extension de la ville. Et quand vous regardez même les cartographies il y a 10 ans, il y a 15 ans, il y a 20 ans, partout il y avait des forêts, il n'y a plus de forêts. Et nous sommes dit, on peut conserver les lambeaux qui nous restent. Voilà pourquoi nous sommes là, à côté de nos communautés, pour les accompagner avec les activités alternatives pour que la forêt puisse respirer et que aussi avec les projets, les initiatives d'implantation de pépinières pour que les arbres coupés soient vraiment restaurés, soient replantés pour que plus tard on ne puisse pas manquer la forêt ici au Katanga. J'interviens dans cette communauté depuis 2018 et la première activité, l'OPED a eu à accompagner cette communauté dans la cartographie des limites. Il fallait avoir la superficie du terroir et faire la cartographie aussi d'occupation des sols, savoir quelles sont les ressources et l'utilisation des sols existantes dans cette communauté. Après cette étape de la cartographie, nous avons accompagné cette communauté dans les inventaires multiressources. Il fallait entrer dans cette communauté, dans la forêt, pour voir quel type de ressources qu'on a et en quelle quantité. Quand on parle des inventaires, c'est une évaluation en qualité et en qualité pour estimer les différentes ressources qui existent dans la communauté. Nous avons également mené les activités de socio-économiques, analyse socio-économique, c'est-à-dire nous sommes en train dans les ménages savoir le mode de vie, comment la communauté vit, quels sont leurs moyens d'existence, quelles sont les ressources qu'ils ont, comment est-ce qu'ils gagnent leur pain, comment est-ce qu'ils collaborent avec d'autres partenaires, qui sont les partenaires de développement qui ont déjà eu à intervenir et qui continuent à intervenir. Et ça, nous avons appelé études socio-économiques. C'est un document élaboré par la communauté elle-même qui montre ses moyens d'existence, qui montre ses ressources qui existent et ils ont fait aussi les plans opérationnels, comment est-ce qu'ils pensent faire ou utiliser leurs ressources pendant un certain nombre d'années, pendant 5 ans. C'est ce que nous appelons plan simple de gestion ou bien plan opérationnel. Maintenant, cette année, donc ce projet ici, c'était un projet de 2020-2021 qui nous a demandé de travailler pendant 9 mois. Ces projets constituent maintenant à mettre en œuvre tout ce que la communauté a décidé dans le plan simple de gestion. Il fallait qu'il y ait les activités alternatives, donc génératrices de revenus.
Parmi les activités génératrices de revenus, il y avait le champ. Il y a les champs, les activités maraîchères et les activités aussi vivrières. C'est dans ce cadre qu'on se trouve dans ces sites. Alors, ce que vous voyez ici, c'est un appui technique dans le cadre du fonds rotatif. Et par rapport à leur demande, ils ont exprimé leurs besoins d'accompagnement dans le cadre du fonds rotatif. Et ils ont demandé les arachides et encore bien d'autres semences, telles que les soja et autres, et les haricots. Alors ici, vous avez vu un petit champ, c'est un champ école qui est là, qui contient les arachides. Et bientôt, on va continuer parce qu'on a un projet de faire ici. L'idée de réaliser 50 x 50 avec les arachides et on verra comment acheter avec les haricots et les soja aussi. Donc, quand on parle de champ école, c'est un champ d'apprentissage, des bonnes pratiques, où tous les membres impliqués dans ce projet, ils viennent apprendre les nouvelles techniques agricoles, comment s'aimer, comment combattre les maladies, comment mettre le fumier, comment mettre le fertilisant, comment tout faire, toutes ces opérations. Et maintenant, après cet apprentissage, chaque ménage va appliquer aussi cela dans son site, là où il fait. Ici, nous sommes en train d'accompagner 26 ménages de la communauté et ces 26 ménages sont impliqués dans ce projet. Et chaque ménage a été appuyé avec les semences d'arachides et les semences d'haricots. Et sur ce site, c'est un champ communautaire d'une superficie de demi-hectare, donc 50 mètres carrés. Et nous avons divisé 50 mètres carrés en deux portions. 25 sur 50, nous avons mis les arachides. 25 sur 50, une autre 25 sur 50, nous avons mis l'haricot. C'est ainsi que chacun a eu au moins 5 kg de semences en raison de 2 kg de haricots, 2,5 kg haricots, 2,5 kg d'arachides et chacun est parti faire dans son ménage et nous nous retrouvons ici chaque mardi et chaque jeudi dans l'apprentissage. La deuxième activité, c'était celle qui consistait à produire des plantes. Il y a une phase d'accompagnement où nous sommes en train de faire ici. On a monté des pépinières. Ce sont des pépinières qui sont faites avec un lot d'arbres qui seront affectés dans l'enrichissement des zones dégradées. Et la communauté a décidé de faire 5000 arbres. Les 5000 arbres, ils ont dit, les 3000 arbres, ils vont faire avec les espèces sauvages. Eux-mêmes, les membres de la communauté, sont entrés en forêt pour ramasser les semences des graines des arbres que eux ont l'habitude de couper. Les arbres, pas n'importe quel arbre. Il y a plusieurs espèces qu'on a sélectionnées. On a sélectionné selon les vrais besoins, parce que dans les enquêtes, c'est avéré qu'il fallait avoir un peu enrichir avec le bois d'œuvre, le bois énergie pour la fabrication de makala, mais également les plantes médicinales. Les arbres à production de chenilles, ce sont ces semences-là que nous leur avons maintenant appris comment les traiter, comment les semer, comment remplir les sachets polyéthylène, comment mettre la semence et il y a la production. Nous, au niveau maintenant comme partenaire, nous les avons aussi appuyés avec les semences des arbres fruitiers parce qu'ici dans la communauté, il n'y a pas beaucoup d'arbres fruitiers et nous avons amené les avocatiers et nous avons amené aussi les semences telles que les orangers, les citronniers pour qu'ils puissent un peu aussi enrichir leurs pépinières. Et nous sommes à la phase maintenant de vendre une partie pour alimenter leur caisse et une autre partie distribuée dans le ménage et on va reconstituer aussi, restaurer notre forêt, ce que nous appelons l'enrichissement dans les zones qui ont connu le déboisement ou des zones fortement dégradées et ce sont ces plantes-là qui sont destinées vraiment à être replantées pour que dans 5 ans, dans 4 ans, nous puissions un peu reconstituer et avoir un peu une forêt qui a été perdue il y a quelques années.
Le troisième volet de notre accompagnement, c'est également faire les assiettes de coupe en faisant les cas de délimitation au sein de nos communautés. C'est qu'on explique à la communauté comment ils peuvent utiliser leur forêt de manière durable. Alors pour y arriver, on leur montre des techniques plus simples en passant par les bonnes pratiques. Et les bonnes pratiques qui sont réalisées dans les assiettes de coupe, les assiettes annuelles de coupe, enfin, c'est des petites parcelles où les communautés s'organisent et eux-mêmes voient quel arbre qu'il faut couper et quel arbre qu'il faut laisser selon l'utilité et selon le diamètre également. Alors, ce sont des assiettes de coupe, on explique ça comme ça. Et ce sont des parcelles où les gens peuvent roter pendant 5 ans et revenir sur la parcelle de départ. C'est le fait de permettre une rotation, encore une résiliation de la forêt, où les gens peuvent exploiter de manière durable en faisant ces rotations-là sur 5 ans. Partout où nous passons, nous rencontrons presque la même difficulté, c'est qu'au début et jusque-là, la communauté ou d'autres personnes pensaient que nous sommes là pour vendre leurs forêts. Et d'autres pensaient aussi que nous sommes en train de les utiliser, qu'ils travaillent pour nous et que le produit de leur champ, nous puissions le reprendre. Mais ce que nous disons, ils sont là, c'est que nous sommes en train de les appuyer. Le comité local de gestion est en train de gérer. Et tel que quand on a donné même les semences, on ne va pas donner les remboursements aux PED, ils vont alimenter leur caisse. Une deuxième difficulté, c'est des contretemps en termes de temps, puisque la période où nous avons choisi pour exécuter ces travaux, la plupart des gens de la communauté sont plus dans les activités agricoles, sont plus dans le champ. Et la plus grande difficulté aussi que les forêts concédées ou bien les forêts gardées protégées, il y a 3 ans, il y a 4 ans, qui constituent la forêt de la communauté. Et aujourd'hui, quand nous y rentrons, nous y voyons, nous trouvons encore des plaques, c'est-à-dire les mêmes autorités locales, les chefs qui ont adhéré au projet, qu'ils ont été sensibilisés, qu'ils ont manifesté l'esprit de bien comprendre le projet, sont en train maintenant de vendre le projet. Voilà pourquoi nous trouvons maintenant des plaques, des concessions privées et la forêt qu'on pouvait conserver il y a 3 ans et aujourd'hui il n'y a plus. C'est ce qui donne un peu l'insécurité de ces projets et c'est que nous craignons que est-ce que dans 5 ans tous les efforts consentis vont payer si ils n'arrivent pas à s'impliquer totalement et à comprendre. Ils s'impliquent, voilà pourquoi nous sommes là, mais d'à côté là, il reste vendre ce qui nous donne un peu de grands soucis et les grands obstacles ou grandes difficultés à ce projet jusqu'à ce jour. Ce que nous on suggère, c'est que on fait l'effort. Le projet leur appartient. On fait l'effort de leur faire comprendre cette histoire, mais également pour le partenaire d'essayer de penser à la suite. Penser à la suite pour l'exécution de ce qui reste. Nous sommes en train d'abord de sensibiliser continuellement chaque jour les autorités locales. Ils doivent comprendre que le projet ne sera pas pour longtemps ou bien chaque jour pour eux. Le projet a un temps bien fixé, il vient les accompagner. S'ils vendent tout, c'est que leur génération future, ils n'auront pas de ressources. Ils sont aussi communautés aujourd'hui parce qu'ils ont leur forêt. Si dans 5 ans, 4 ans, ils n'ont pas de forêt, c'est qu'ils n'auront même pas de terre. Voilà un peu ce que nous sommes en train de les sensibiliser et les conscientiser. Et aussi, nous impliquons aussi les autorités. Il y a l'arrêté qui existe pour chaque communauté. L'arrêté, c'est comme des titres de propriété d'une parcelle. Moi, je pense que quand quelqu'un se trouve dans sa parcelle, personne ne peut entrer. Mais s'il y a complicité avec les gens de la parcelle, c'est qu'il n'y aura plus la sécurité. Nous voulons que tout le monde puisse respecter un peu cet arrêté signé depuis 2020 par l'autorité provinciale qui donne l'attribution, la propriété de la communauté afin de gérer cette forêt.